tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Everteam Podcast. Pour une fois, nous allons changer et parler d'un sujet très différent de la gouvernance de l'information. Nous allons aborder la partie stratégie marketing. Sujet principal des entreprises, on va l'axer sur la génération de leads, qui est aujourd'hui une stratégie à part entière. C'est l'évolution naturelle du métier du commercial chasseur. Elle a pris sa place sur le marché de la prospection et aujourd'hui, elle intègre deux volets, une stratégie d'alignement avec les ventes et d'utilisation des outils digitaux. Lors de cet épisode, nous allons discuter de ces sujets avec Benjamin Klaus, qui est directeur marketing de Kyocera Document Solutions France, et moi-même en tant que responsable marketing et communication d'Everteam Software. Bonjour Benjamin, merci d'être présent. Donc, je m'appelle Benjamin Klaus, je suis le directeur marketing et communication de Kyocera, présent dans le groupe depuis une quinzaine d'années, avec une expérience initiale de vendeur-chasseur, tu en parlais, je viens de ce monde-là, j'ai commencé ma carrière comme vendeur avant d'ouvrir le business développement du logiciel chez Kyocera et de devenir directeur marketing et communication depuis maintenant à peu près 3 ans au sein de Kyocera, donc acteur japonais de la gestion du document, aussi bien du document imprimé que du document numérique. Et j'encadre aujourd'hui une équipe qui va être composée à la fois de la partie product management, donc vraiment les experts du produit qui sont en relation avec notre recherche et développement, le channel management et la communication qui nous intéresse aujourd'hui et qui est quelque part la petite nouvelle casquette, puisque venant du produit, vendeur initialement, la communication c'était la dernière tâche qui me manquait à mon arc, on va dire. Effectivement, c'est un joli catalogue que tu proposes aujourd'hui au niveau de tes compétences. Alors moi, j'ai un parcours un peu similaire. Donc, j'ai fait aussi 20 ans de commerce avec un profil 100% chasse, donc en partant vraiment de zéro. Et j'ai évolué vers le marketing parce que c'était pour moi l'évolution naturelle du métier de commercial. On arrivait de plus en plus à être bloqué par des standards, avoir des gens qui ne répondaient plus au téléphone, qui ne répondaient plus à des mails. Donc j'ai pivoté, j'ai changé de posture et je me suis dit ok, moi je suis un prospect, comment est-ce que je vais avoir de l'information si je n'accepte plus que les partenaires viennent me présenter les nouveautés? Je vais les chercher sur Google. Ok, j'ai envie d'apprendre à travailler sur du contenu, travailler des mots-clés et communiquer pour aller attirer. Donc en gros, comme je le dis souvent en rigolant, je suis passée de la chasse à la pêche. Mais aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui est important. On est obligé d'avoir une vision un peu à 360 quand on est commercial, mais quand on vient du marketing, c'est important aussi de savoir ce qui vient ce qui se passe sur le terrain et comment réagissent les acheteurs. Alors aujourd'hui, j'ai invité Benjamin parce qu'on fait partie du même groupe. Everteam a été racheté par Kyocera il y a 3 ans maintenant, en 2020. On a une complémentarité au niveau de nos offres produits, de nos cibles aussi un petit peu, mais on a des tailles d'entreprise qui sont différentes, on a des business models qui sont aussi différents, donc c'est ça qui était intéressant. Chez Everteam, on ne dépend pas de Kyocera France. En revanche, on se dit plutôt société cousine. Oui, c'est ça, on est des cousins. On est des cousins, voilà, on fait partie de la même famille et je trouvais intéressant qu'on puisse en discuter parce que finalement, Everteam a évolué, mais Kyocera aussi. C'est vrai que ça a été la stratégie de Kyocera. Bien sûr, nous, notre métier historique, c'est le monde de l'impression. Et le document devenant numérique, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a commencé à intégrer des solutions d'abord partenaires. Et la philosophie du groupe a été d'acquérir ces compétences, alors avec Everteam en France, mais aussi le groupe Timal en Allemagne, par exemple. Donc, c'était assez intéressant pour nous de rencontrer ces cousins, puisque finalement, on pensait venir du monde du logiciel avec des intégrateurs, des partenaires, et puis on découvre avec Everteam tout un nouveau vocabulaire. On parlait du vrac numérique il n'y a pas très longtemps. Ça permet d'enrichir cette relation et le fait que les deux sociétés restent autonomes, moi ça me semble important justement pour pouvoir conserver cette indépendance, cette autonomie de réflexion, pouvoir monter des business en local. Donc ça, même si on a une philosophie aujourd'hui commune qui est partagée au travers du groupe, ça nous permet de pouvoir avoir une indépendance locale, ça c'est assez appréciable aussi. Oui, puis on n'a pas tout à fait les mêmes cibles et les mêmes moyens, donc c'est ça qui est intéressant parce que finalement on est complémentaires, vous allez intervenir vraiment en amont de nos solutions de gouvernance de l'information et de l'archivage, donc on est obligé finalement de réfléchir un peu de la même façon, mais pour s'adresser à des gens qui sont différents, d'où l'intérêt de mettre en place finalement des stratégies de génération de leads, c'est vraiment l'alignement des ventes et
et du marketing pour développer le business. Et même si en effet les cibles peuvent être différents, nous on est plutôt sur une cible plus ETI, ce qui est intéressant de voir, c'est que les processus de génération de leads vont globalement converger parce qu'il y a les bonnes pratiques du marché, parce qu'il y a aussi l'attendu des utilisateurs, de nos clients finaux. Donc cibles peut-être différentes, réseaux de distribution différents, mais finalement méthodologies qui sont relativement proches. C'est ça. Donc si on revient sur justement la génération de leads et si on part sur des définitions, parce que on en parle, mais en quoi ça consiste ? HubSpot dit que c'est un terme marketing qui désigne un processus consistant à attirer des visiteurs et des prospects qui ont émis de l'intérêt pour les produits et les services de l'entreprise et ensuite de les convertir en leads grâce à une stratégie inbound. Alors on peut compléter par la définition de Salesforce. La lead generation, c'est le processus qui consiste à augmenter les ventes futures en ayant suscité l'intérêt des clients potentiels. Donc au final, c'est une partie cruciale du processus de vente des entreprises. Donc on a réussi, en une définition, à citer les deux principaux acteurs du marché, à savoir HubSpot et Salesforce. Et c'est amusant parce que finalement, on utilise chacun un outil différent. Chez Everteam, on utilise HubSpot. Ouais. Et chez Kyocera, vous utilisez Pardot de Salesforce, si je me trompe pas. C'est ça, exactement, et Salesforce pour la gestion commerciale. Et c'est rigolo parce que des deux définitions, finalement, j'allais te dire, moi c'est plus celle de Salesforce qui me parle, dans le sens de susciter l'intérêt. Chez HubSpot, il parle finalement de prospects qui ont émis de l'intérêt. Moi je pense que notre métier aujourd'hui, il est vraiment de créer cette envie de susciter l'intérêt au travers d'outils qui peuvent être aussi innovants, on en parlera certainement tout à l'heure. Donc je serai assez proche de celle de Salesforce et tu as déjà pas mal mis en avant l'intégration avec le commerce. C'est là on voit aussi que finalement cette guerre qui a pu exister et que moi j'ai pas connue en vrai, cette guerre commerce-marketing, elle n'a plus aucune raison de l'être. Déjà parce que les passerelles sont très courantes. On est tous les deux des anciens vendeurs, devenus marketeurs. Dans l'autre sens, quand on ouvre un poste marketing, j'ai régulièrement des commerciaux qui me disent « tiens, moi ça m'intéresserait ». J'ai aussi des collègues du marketing qui sont passés aux ventes, dans l'autre sens. Et donc, le fait d'utiliser des outils qui sont communs comme HubSpot ou Salesforce, ça permet aussi de dire que c'est une seule et même équipe aujourd'hui. Oui, une même équipe avec finalement une même plateforme, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de synchroniser les informations entre les deux. Alors vous avez un seul outil, mais nous, on a deux outils, parce qu'on a HubSpot sur la partie marketing et on a Salesforce sur la partie CRM. Donc on a relié les deux et finalement, on s'est fait une sorte de plateforme commune où on va aller plus loin que juste susciter de l'intérêt. On va mettre vraiment en place toute notre stratégie d'inbound marketing via HubSpot en ayant créé du contenu et créé des événements pour attirer les prospects. Mais la moindre information qu'on va avoir sur eux dans HubSpot va remonter sur Salesforce et va aller alimenter les informations qui vont être accessibles pour les commerciaux. Donc aujourd'hui, on va pouvoir générer comme ça des rapports qui permettent de dire tel événement marketing a coûté tant, a rapporté tant de contacts et à rapporter tant. Voilà. Et ça permet aussi de mieux doser nos efforts sur ce qui fonctionne. Et tu vois, c'est intéressant que tu parles de ce côté retour sur investissement parce que finalement, pendant longtemps, on a imaginé le communicateur ou le marketeur comme quelqu'un complètement déconnecté de la partie budgétaire. Mais non, c'est là où finalement ce côté commercial qu'on a pu avoir, la recherche d'efficience, le respect d'un budget est important. Donc parfois, j'ai des gens qui arrivent en effet au marketing en disant c'est un métier de rêve, je vais faire de l'événementiel et puis on va dépenser de l'argent. Non, aujourd'hui, on est vraiment gestionnaire. Et ces outils nous permettent, comme tu le disais, de pouvoir jauger de façon très précise les actions. Parfois, on va essayer d'innover, on veut lancer une action, on veut tenter une nouvelle chose, et puis on part avec des a priori, et il est important, a posteriori, d'aller voir si cette action, est-ce qu'on la recommence l'année prochaine, est-ce qu'on arrête, stop ou encore, est-ce qu'on réessaye une deuxième fois. Et si j'ai pas toutes ces données, souvent on avait un retour, par exemple, sur des salons de commerciaux qui te disaient « Ouais, c'est intéressant, j'ai rencontré 2-3 personnes, j'ai des bonnes pistes, mais concrètement... qu'est-ce que ça signifie ? Et c'est vrai que ces outils nous permettent d'échanger et puis de construire la suite. Moi, ce qui m'a souvent frustré au début, c'était de dire finalement on fait une action, le commercial a pu identifier un beau projet. Et puis, dans notre métier, tu sais, les contrats, c'est 2, 3, 4 ans. Et parfois, le client te dit, moi, il va falloir attendre 2-3 ans avant de pouvoir me revoir. Et tu dis, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 ans ? Comment est-ce qu'on maintient une certaine attention ? Et sans ces outils, c'était pas fait, en fait. Parce que on est tous pris par le quotidien et t'as pas quelqu'un qui a un planning qui dit, c'est le moment d'envoyer cette documentation, ce livre blanc à telle personne.
C'est ça. Et alors, nous on a des cycles de vente qui sont très longs. Alors, par rapport à vous, qui sont, je pense, plus courts, nous, on peut avoir des cycles de vente de 2 ans. Ouais, donc, je te laisse imaginer qu'entre le gars qui est venu nous voir sur un salon, qui a donné ses coordonnées, et le moment où il a signé un bon de commande, s'il se passe 2 ans, il va bien falloir qu'on le nourrisse. Ouais. Donc, d'où l'intérêt d'outils aussi comme ça, parce que du coup, on va savoir par où il est arrivé, donc quelle est la source de l'événement ou du contenu qu'il a amené, à quelle fréquence il vient nous voir, à quelle fréquence il vient sur le site web, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qui l'intéresse, pour qu'après je puisse lui envoyer d'autres informations et d'autres invitations et le laisser mûrir finalement comme ça, tranquillement, avant de le passer à l'équipe commerciale. Et tu imagines que sur 2 ans, enfin, je veux dire, si on fait pas ça, mais en fait, on va perdre un temps fou, on va passer notre temps à faire de la prospection. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui remplit un formulaire de contact chez nous, on est capable de dire d'où il vient. Ouais. Et ça, c'est précieux. D'où il vient, quelle est son degré de maturité dans le projet, est-ce qu'il est simplement en veille, et puis s'il est en veille, quel type de demande il a, est-ce que c'est du livre blanc, si au contraire c'est un projet qui est beaucoup plus important, est-ce qu'on est plutôt déjà dans du maquettage. Donc ouais, c'est hyper important, et comme tu le disais, on a des équipes aujourd'hui qui sont quand même relativement petites, et donc l'automatisation du marketing, c'est un vrai sujet. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une tendance de fond du marketing, mais peut-être qu'il redescend aujourd'hui sur des services de taille plus petite ou plus restreinte, on va dire. Bah, ça dépend, je pense vraiment des entreprises. Moi, ce que je trouve passionnant dans ce métier, c'est que tu travailles pas tout seul. Ouais. Et que tu travailles vraiment en équipe avec tout le monde. Donc le marketing, c'est fini à prendre ses plaquettes tout seul dans son coin. Il va aller créer du contenu. Pour créer du contenu, faut qu'il se rapproche de l'équipe produit pour savoir quel est le périmètre fonctionnel, quels sont les personas, à qui est-ce qu'on va s'adresser. Il va aller voir le commerce pour savoir sur quel secteur géographique ou sur quel secteur d'activité c'est intéressant de peut-être se développer. Il va aller voir le service Customer Success s'il y en a un pour pouvoir proposer peut-être des formations, se rapprocher de l'équipe produit pour savoir quelles sont les nouveautés. Et ça, je trouve ça passionnant parce que finalement, on est obligé de travailler en équipe et on ne doit plus travailler en silo. Donc aujourd'hui, un livre blanc, c'est pas pondu par le marketing. Un livre blanc, c'est co-construit, co-écrit chez nous et mis en avant et après diffusé. Alors nous, après, on fait du livre blanc, on fait de l'événement physique, on fait de l'article et on fait aussi des podcasts comme celui-là. Ouais. Et ce qui est passionnant, c'est d'interviewer aussi des clients pour qu'ils nous parlent de leur projet. Donc c'est finalement suivre aussi les besoins du marché en termes de format. Ah, je pense que tu parles de format, le témoignage client. Alors pendant longtemps, on appelait ça d'ailleurs une case study. Ça n'a jamais plu à notre directeur commercial. On a un peu transformé ça en témoignage plutôt que étude de cas. Donc témoignage de client. On en a beaucoup fait pendant des années en écrit. Aujourd'hui, on est vraiment en train d'adopter les codes du B2C finalement. Notre métier, nous, on fait que du B2B. On vend pas au grand public et donc on avait un marketing qui était très B2B, voire entre guillemets très sérieux. Donc comme tu disais, la brochure qui vient du corp, le livre blanc, le salon professionnel. Et puis aujourd'hui, on est en train d'adopter des codes du B2C. Alors aussi parce que mon équipe se rajeunit. J'ai des gens qui arrivent qui ont 24 ans. Et donc on va adopter des codes. Là, on s'est lancé sur des vidéos d'unboxing. Donc c'est vraiment du code de type B2C. On est en train d'ouvrir une page Instagram. Du tuto. Donc finalement, ce que tu retrouves dans ta vie de tous les jours sur YouTube, on est en train de l'apporter. Et au début, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment notre cible, tu vois ? Et puis finalement, quand je regarde les retours qu'on a, alors surtout les retours de nos partenaires aujourd'hui, puisque on est à 80% en indirect. Donc j'ai pas toujours une vision totale du client final, mais le retour des partenaires est très bon en disant, déjà, on accroche plus au message, c'est différenciant, c'est plus jeune, et puis j'ai plus de facilité à le partager avec mon client final. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez fort sur des vidéos comme les tutos, les unboxings, les démonstrations de fonctions par sketch. On a arrêté de faire la description des fonctions, on fait un sketch, on fait une mise en situation, et ça, nos revendeurs nous disent, je peux le mettre à disposition de mon client, et il le comprend vraiment. Ouais. Ça, c'est chouette, ça, je veux bien que tu me montres, par contre. Sans problème. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est ça qui est riche, c'est que finalement, toujours s'adapter, toujours pivoter, toujours réfléchir, regarder ce qui marche pas. Moi, perso, ma phrase fétiche, c'est « ça sert à rien de réinventer la roue ». En fait, il y a déjà des choses qui existent, voyons si ça nous convient ou pas.
Et les outils de marketing automation nous permettent d'avoir justement ce retour sur investissement à notre niveau pour savoir est-ce que ça a marché versus des retours de personnes qui vont nous dire s'ils ont vu la vidéo ou pas, le nombre de vues qu'on va avoir sur YouTube, mais par exemple on ne sait pas qui est-ce qui l'a vu, etc. Donc on va avoir quelque chose pour la visibilité, pour la notoriété, et puis après on va avoir des choses plus dédiées pour les KPI. Donc il faut avoir cette souplesse de dire je fais des choses pour montrer mon expertise, mais je fais aussi des choses pour montrer aux clients que je connais leur métier et que je leur apporte la bonne solution. Donc on est vraiment obligé de travailler, tourner vers le monde et connaître ce qui se passe. Alors nous, on n'a pas fait tous ces petits trucs là dont tu me dis. Ouais, justement, sur quel type de contenu tu veux aujourd'hui ? Alors nous, on est sur du livre blanc. On a fait du podcast, on a quelques vidéos également, et puis du webinaire. Donc globalement, c'est ce qu'on a fait. Ça marche plutôt bien. On fait peu de salons, ils sont très ciblés. En revanche, sur chaque salon, on fait des conférences et là, on a salle comble. Ouais. Systématiquement, les gens viennent à notre rencontre, ils discutent, on présente un projet client, un partenaire, etc. Et on est vraiment identifiés comme des experts sur nos métiers et ça, c'est important. Je pense que sur les salons, aujourd'hui, la prise de parole, elle est primordiale, ou sur les roadshows qu'on peut faire avec des partenaires technologiques. Nous, on commence à dire aujourd'hui, si j'ai pas de prise de parole, je participe pas. Parce que comme tu dis, le rôle c'est d'apporter une expertise. On dit chez Kyocera qu'il faut être intéressant avant d'être intéressé. Et donc c'est vrai que si j'ai pas tant de paroles, finalement je peux pas démontrer non pas mes solutions, parce que c'est pas l'objectif, mais plutôt de parler d'une problématique qui part à un client et de type d'approche qu'on peut avoir. Alors tous les salons aujourd'hui ne te proposent pas d'ailleurs de la prise de parole. Moi je suis souvent un petit peu en train de me battre avec eux pour dire arrêtez de nous faire juste un truc plan-plan, stand affichage. Donc on choisit aussi un peu nos salons par rapport à ça. On avait arrêté beaucoup les salons pendant la période du Covid, et puis c'est une des premières choses que j'ai voulu remettre en place dès que ça a repris. Et quand je regarde justement ces retours sur investissement, eh bien on se rend compte que même si ça baisse un petit peu, on a fait un grand roadshow avec le monde informatique, et bien finalement c'est quand même sur ce type d'événement aujourd'hui que j'arrive encore à générer le plus de leads. Ça et les webinars, pareil, après le confinement on a eu un sentiment de webinar. Ouais. Tout le monde en avait fait, et puis tu vois on en a fait un ensemble sur le vrac numérique, et finalement on a généré des beaux projets. Donc la transformation qu'on essaie de faire sur le webinar, c'est au lieu de faire des webinars de 40 minutes sur un sujet, on va plutôt essayer de faire des séries. On a tenté ça cet automne, c'était de faire une masterclass. Ouais. C'était plutôt cette idée-là, on fait 3 fois 15 minutes, beaucoup plus court, et pour que nos auditeurs repartent avec un enseignement. Et ça a plutôt bien fonctionné, ça. Nous, on est allé, pareil, sur les webinaires, on a fait des palanquets. Aujourd'hui, moi, si je me mets à la place de l'utilisateur standard, je reçois 92 000 invitations à des webinaires chaque semaine, donc on ne peut pas tout faire. Et comme tu dis, tu t'inscris, tu récupères le replay, puis tu l'écoutes pas systématiquement. Et voilà. Nous, on est allé sur le livre blanc, avis d'experts conseils. Sur le témoignage client sous forme de parole d'expert avec l'audio, et des capsules vidéo en format court. Ouais. Voilà, expliquer. Voilà, c'est quoi cette offre, à quoi ça sert, ou alors juste une définition, etc. Donc de l'écrit pour montrer notre expertise, donner la parole à un client et faire des petites vidéos pour montrer. Voilà. Est-ce que tu arrives à jauger de l'utilisation de ces capsules justement par tes forces commerciales ? Ça m'intéresse beaucoup. Non, pas encore. C'est vraiment très récent, mais c'est quelque chose qu'il faut que je puisse effectivement chiffrer pour arriver à voir qui ça intéresse et comment. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau projet pour nous, mais je pense que voilà, on reste quand même sur des formats qui intéressent les gens. La capsule vidéo, c'est rapide, tout le monde va sur YouTube au moins une fois par jour pour aller chercher de l'information, même pour changer une roue, donc on peut s'imaginer que sur le vrac numérique aussi. Et le format audio podcast, c'est un format consommable qui s'utilise absolument partout. Donc voilà, on a fait ce pari-là. On verra, on pourra en reparler d'ici quelques temps. En tout cas, moi ce que je trouve intéressant, c'est on est aligné avec les ventes, donc on doit intégrer le marketing dans une stratégie d'entreprise et dans la stratégie de la définition de l'objectif commercial. Parce que le commercial, il peut vendre tout ce qu'il veut. Si derrière le marketing n'est pas aligné avec lui, finalement, ça ne sert à rien. Donc, ce sont des objectifs, selon moi, qui doivent être construits ensemble, définis ensemble, pour déployer après une stratégie qui va être adaptée et construite sur
sur le moyen ou long terme selon ce qu'on se donne. Donc le marketing et la création de contenu, c'est quelque chose qui doit être vraiment intégré dans l'entreprise avec les différents services. Oui, nous on a commencé justement à intégrer, alors c'est plutôt une démarche de Kyocera Europe pour le coup, mais d'intégrer les commerciaux dans un outil collaboratif de création, ou en tout cas de contenu et d'utilisation des contenus. Je pense que le problème qu'on a comme beaucoup de marketeurs, c'est de se dire ce que je crée est finalement peu utilisé. Alors j'ai entendu des choses type 80% des contenus marketing ne sont pas utilisés par le commerce. J'arrive pas non plus à le jauger, mais on a mis en place donc un chantier où on a un outil en ligne qui permet à un commercial qui est en phase de découverte d'avoir une synthèse en fait des outils qui existent, qui ont été créés par la France ou par mes collègues italiens par exemple. Et donc ça c'est quelque chose qu'on leur a présenté, sur lequel ils ont tout de suite accroché parce que ça a été fait par leur père aussi. Donc aujourd'hui, lorsque j'ai un commercial qui va appeler par exemple un hôpital, il peut se connecter sur cet outil et puis ensuite faire une entrée par la problématique du client, peut-être par aussi le type d'interlocuteur qu'il va avoir. Et là, l'outil va dire, tiens, tu es en train d'interroger un chef de service d'un hôpital, voici peut-être les questions types, et sache qu'en Norvège, il y a cet hôpital qui a été équipé avec cette solution. Donc non seulement ça lui permet de pouvoir retrouver les outils d'aide à la vente ou de génération de contenu au moment de son cycle de vente, mais en plus de pouvoir retrouver des choses qu'on n'a pas fait en France. Et ça, j'ai plutôt aujourd'hui des bons feedbacks de leur part. Alors après, c'est toujours pareil, le premier retour est bon, et on est en train d'essayer de traquer justement dans Salesforce l'utilisation de cet outil. Donc je pense que nous, on ne les fait pas participer assez à la création de contenu. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont assez seniors, qui connaissent parfaitement leur métier et on pourrait beaucoup plus les solliciter en amont. Déjà, je pense parce que leur rapport au problématique client il sera peut-être meilleur que le nôtre, et aussi pour les motiver beaucoup plus à l'utiliser. Donc ça, c'est un apprentissage. Voilà, ce que j'apprends aujourd'hui aussi de notre discussion, c'est ça, c'est pas qu'une question d'alignement. On est aligné avec mon homologue commercial, notamment pour faire des campagnes où on sait qu'on va pas générer des leads qui peuvent pas être traités. Je pense que c'est plus une question même d'embarquement et d'essayer de leur trouver un peu de temps pour les dégager aussi du quotidien. C'est vrai que quelque part, ils sont tous les jours dans les offres, etc. Si j'arrivais à pouvoir leur dire une fois par mois, et on se prend 2 heures, vous éteignez les PC et on va réfléchir ensemble à un outil pertinent. Ouais, je pense que ce serait quelque chose d'intéressant. C'est super intéressant. Moi, c'est marrant parce que moi, j'ai commencé à travailler sur une bibliothèque de contenu. Ouais. Pour pouvoir justement recenser tout ce qu'on a. Parce qu'en fait, on a plein de choses. On en a en français, on en a en anglais, parce qu'on a le site qui est disponible dans les 2 langues. Et au final, il y a des trucs qui sont sur le site web, il y a des trucs qui sont en interne. Donc l'idée, c'était d'avoir un endroit pour dire, voilà tout ce qu'on a, voilà les formats. Et pareil, par produit, par sujet, par format, par date, avec tel partenaire, etc. Pour que quand ils vont aller voir un nouveau client, ils vont dire « Ah oui, ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait, puis j'ai quelque chose à vous montrer, etc. » Et qu'ils n'aient pas besoin de passer par nous pour aller chercher l'information. Ils nous appellent, donc de les rendre un peu autonomes finalement sur l'ensemble du contenu qui est mis à leur disposition pour les aider à vendre. Et j'avais même rencontré une société qui m'avait proposé un outil comme ça justement, qui permettait de traquer et de savoir justement si les gens l'avaient lu, etc. Et j'avais trouvé que c'était vraiment super intéressant, mais j'avais peur que ça fasse un peu redite avec la partie HubSpot, et je me dis je vais pas rajouter une 3e brique par-dessus les 2 autres juste pour avoir combien j'ai de personnes qui ont ouvert ça. Donc ça c'est une de mes problématiques aujourd'hui, c'est de dire quel outil je pourrais finalement utiliser pour gérer cette bibliothèque et avoir une belle vue d'ensemble de l'intérêt finalement sans forcément me rajouter une usine à gaz. Puis un énième extranet, un énième intranet. Voilà, c'est ça. Parce que finalement tout ce qu'on crée, ça a une vie. Et ça doit être accessible pour tout le monde. Donc il y a des choses sur le site web, il y a des choses à l'extérieur et des choses pour les commerciaux. Donc ça, moi, c'est les choses sur lesquelles j'aimerais bien aller plus tard. Toi, à ton niveau, est-ce qu'il y a des sujets comme la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle? Est-ce que ça fait partie des sujets aujourd'hui qui te concernent, qui t'intéressent, qui sont... Alors aujourd'hui, oui, c'est en vue. La première priorité du moment, c'est de mettre en place d'abord du scoring client. Tu le disais tout à l'heure en introduction, le principe même de la génération de leads, c'est de pouvoir trouver le client au moment où il est le plus mature et peut-être d'éviter ces effets d'appel à froid. Aujourd'hui, on a les outils pour permettre de dire, tiens, quelqu'un qui a fait un webinar
C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément super chaud, il est en veille. Par contre, il est venu sur un salon, c'est déjà un peu plus chaud. Et puis, s'il nous a fait une demande de documentation, peut-être encore plus. Donc, jusqu'à présent, ces outils de scoring et d'automatisation des scénarios, on ne les a pas mis en place. Et c'est un des objectifs de cette nouvelle année qui a commencé en avril, que cette année-ci, on va vraiment mettre cette automatisation, ce scoring client. Parce qu'en fait, on travaille avec une agence de télémarketing. Et notre objectif, c'est que cette agence, pour un volume d'appels constant, puisse générer plus de rendez-vous, donc quelque part d'améliorer leur efficience. Et lorsqu'on aura fini ça, j'ai toujours dans un coin de mon esprit la réalité virtuelle. Ça fait plusieurs années déjà en fait qu'on a fait des maquettes pour transformer notre showroom en showroom virtuel avec un casque de réalité virtuelle qui permettrait de pouvoir manipuler l'imprimante, de pouvoir visualiser les logiciels une fois installés dessus. Ça nous permettrait de pouvoir aller cibler des clients en province. On a imaginé tout un système de logistique qui permet également d'envoyer ce casque et puis même de pouvoir quelque part réduire le showroom aujourd'hui qui est un showroom encore très machine finalement. Et alors que si j'avais de la réalité virtuelle, peut-être que je mets 2-3 machines au showroom, les autres sont virtuellement disponibles. Donc c'est un chantier qui est en cours, sur lequel on a rencontré déjà des partenaires technologiques, sur lequel on a fait des démonstrations. Il nous reste à convaincre mes collègues du CODIR pour leur montrer que c'est un investissement, encore une fois, qui va faire du sens et qui peut me permettre d'avoir un retour sur investissement, parce que je vais gagner des démos plus facilement, parce qu'il y a un effet waouh, parce que je vais embarquer des commerciaux, parce que je vais faire une démo en région, ce que je fais jamais par exemple avec des machines. Voilà, c'est un des sujets pour, j'espère, l'année prochaine. Il est beau parce qu'il intervient à la fois sur l'expertise, sur la notoriété, sur la visibilité, sur le modernisme, l'évolution, l'innovation, et finalement tu embarques tout ça dans un même projet, donc c'est chouette. Et toi, c'est quoi tes gros sujets ? Alors moi j'ai pas de gros sujets comme ça. Nous aujourd'hui on est plutôt sur avoir des produits qui répondent à des besoins du marché et apporter toujours les bonnes réponses aux bonnes problématiques. On est vraiment sur des métiers qui sont très niches, très, très spécifiques, et donc continuer à avoir cette image d'expert et ce discours d'expert. Moi j'aime bien l'intelligence artificielle. Après voilà, il y a des trucs, peut-être un curseur à mettre sur comment utiliser, pas trop utiliser. Nous le lead scoring sinon ce sont des choses aujourd'hui qu'on utilise déjà. Moi je voudrais plus aller dans le déploiement des workflows et automatiser un maximum pour à la fois que ce soit créer des listes, avancer le cycle de vie, vraiment toujours simplifier en fait. On a plein d'outils, il faut vraiment les utiliser dans leur pleine puissance pour en profiter au maximum. Et nous, tout le temps qu'on va gagner sur la récupération d'informations, les informations, elles vont être arrivées après auprès de l'équipe commerciale, et c'est des informations importantes qui vont leur permettre aussi de montrer aux clients qu'ils le connaissent, qui ont une vraie expertise, qui sont capables d'apporter une vraie valeur ajoutée. Et ça, dans notre métier, je pense que ça passe encore par l'humain. On est encore sur des métiers où on fait des démonstrations produits, où on discute avec des gens qui sont des spécialistes dans leur métier. Donc l'intelligence artificielle, ça peut nous aider. La réalité virtuelle, aujourd'hui pour moi, c'est pas un sujet. Peut-être qu'on y viendra. Mais on reste éditeur de logiciels avant tout, donc on a surtout, je pense, des choses à faire autour du logiciel et son accès pour qu'il soit un peu fun, un peu sympa. Il y a quelques codes un peu à casser. Et voilà, il y a quelques codes à casser. On travaille aujourd'hui avec des partenaires intégrateurs, donc il faut aussi avoir toute cette animation de l'écosystème qui soit aussi alignée avec les objectifs de l'entreprise. Et voilà. Pas mal de sujets, on faudra qu'on fasse un deuxième épisode du coup. Je vois que ça, c'est clair. Merci beaucoup Benjamin en tout cas. Merci à toi pour ton invitation. À bientôt. À très vite.